Salut les fans! On peut qualifier la discographie de Michael comme étant parfaite, dans la mesure où elle ne contient que des albums qui ont eu énormément de succès. Évidemment, je parle de ses albums solo à partir de 1979, date à laquelle Michael s'est réellement émancipé de ses frères. Je ne parle donc pas de la période Jackson 5. Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, History sont tous classés parmi les meilleures ventes d'albums de tous les temps. Une prouesse rarissime que seul Michael a été capable de produire. Et pourtant dans cette discographie qui ne souffre d'aucune remise en question de la part des fans, il subsiste quand même un album qui, aujourd'hui encore, continue d'alimenter les débats. Je veux bien évidemment parler d'Invincible. C'est sans doute l'album qui divise le plus la communauté des fans. Il divise car il y a beaucoup d'avis différents, ceux qui le trouvent bon, ceux qui le trouvent moins bon, ceux qui le trouvent ni bon ni mauvais, ceux qui pensent que c'est un album volontairement saboté, ou que c'est pas Michael qui chante. Aussi. Alors bien sûr, tenter de répondre à la question de savoir si Invincible peut être considéré comme un album moins réussi que les autres, ça sous-entend toucher au talent artistique de Michael et qu'un génie comme lui aurait pu pondre un album finalement moyen. Et je vous avoue que je me suis beaucoup posé de questions. J'ai même réécrit 3 fois cet épisode. Mais rien à faire, j'ai un jugement beaucoup trop tranché sur cet album pour avoir un avis impartial. Alors j'ai eu l'idée de faire appel à une personne qui va tempérer mes propos. Mesdames et messieurs, je vous présente... Quoi? J'habite au fin fond de la campagne et j'ai pas d'amis proches de moi qui soient fans d'Invincible. T'inquiète pas, si on dit rien, les gens vont pas s'en rendre compte. Non mais là, personne n'y croit. Chut. Ok, on envoie le générique. Et t'es conscient qu'il y a des fans qui sont prêts à mettre un pouce rouge rien que pour le titre de la vidéo? Ah, je sais bien, mais je vais pas faire semblant d'aimer Invincible pour faire plaisir à tout le monde. Après tout, j'ai le droit d'avoir un avis sur cet album. Ah déjà, commence par présenter Invincible. Mais sans prendre parti pour l'instant. Ça va? J'ai compris. Vous vous souvenez de ces images? Ça avait été filmé au Virgin Megastore des Champs-Élysées, à minuit le jour de la sortie de l'album Invincible. Ah, c'était la bonne époque, les bacs remplis de CD, les fans déchaînés, et un gars qui a failli mourir étouffé. Bah là... Il y a un mec qui a failli mourir pour Invincible? Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Tu présentes l'album sans prendre parti. Ok, d'accord. Invincible est le dernier album de Michael Jackson. Sorti en 2001 après avoir été maintes fois reporté, l'album a connu un très fort démarrage dans les bacs, soutenu par le single You Rock My World qui a connu un gros succès, avant de s'effondrer quelques mois plus tard faute de promotion. En effet, Invincible a également mis en lumière les problèmes que Michael rencontrait avec sa maison de disques Sony Music et des rapports très tendus qu'il entretenait depuis quelques temps avec le PDG de l'époque, Tommy Mottola. Étranglé financièrement par ce fiasco que certains diront programmé, Michael s'est ensuite lancé dans une guerre ouverte avec Sony Music qui marquera la fin de la promotion de l'album à peine quelques mois après sa sortie. Pourtant, même s'il est certain que la promotion d'Invincible a été stoppée net, autant toute chance à l'album de continuer à se vendre, il est certain aussi qu'il fut le premier album à faire réellement débat chez les fans. C'est surtout qu'il n'a pas eu de promotion, il n'avait pas les armes pour rivaliser avec les autres albums de sa discographie. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cet argument. Certes, la musique de Michael a toujours été liée à la vidéo, notamment à travers des vidéoclips qui sont devenus de grands classiques de la musique moderne. Mais personnellement, je reproche surtout à Invincible un manque d'inspiration, des sons trop artificiels, trop froids. Un peu comme la pochette d'ailleurs. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que Michael n'avait pas fait ce qu'il fallait pour cet album. Et comment ça, il n'a pas fait ce qu'il fallait? Il connaissait son job, il savait faire de la musique. Bah oui, il savait faire de la musique, de l'excellente musique. Mais Michael savait aussi surtout s'entourer de gens bourrés de talent, qui faisaient écho aux siens, et qui créaient une sorte d'émulsion. Et des talents pour Invincible, bah, il y en avait déjà moins. Car on ne peut pas dire par exemple que Michael est misé sur le bon producteur, en la personne de Rodney Jerkins, qui a produit une bonne partie de l'album. Ouais d'accord, mais enfin Jerkins n'a pas non plus produit tout l'album. Michael a aussi fait appel à ses producteurs historiques comme Teddy Riley. Oui,
Mais peut-être que le problème est là. Beaucoup de producteurs différents ont participé à Invincible, et on a l'impression que l'album s'égare, sans jamais réellement trouver son rythme. Et pourtant, tous les ingrédients étaient réunis. Michael avait l'habitude d'explorer plusieurs styles musicaux dans ses albums, et Invincible ne fait pas exception à la règle. Je pourrais en fait comparer Invincible à Star Wars épisode 7. Tous les ingrédients sont là, c'est beau, c'est joli, et pourtant ça décolle pas. Mais attention, on ne peut pas dire non plus que ce fut une réelle surprise. Après l'album Thriller, Michael avait à sa disposition des crédits quasi illimités pour préparer ses albums. Sa maison de disques lui laissait une liberté totale, et Invincible n'a pas fait exception à la règle. Pour cet album, 3 studios étaient réservés en permanence, et environ 30 millions de dollars ont été dépensés pour la production. À ce stade, rien ne présageait donc un revirement de la part de Sony, qui a laissé à Michael toute sa liberté habituelle. En revanche, Michael a longtemps cherché ses marques en tentant des collaborations avec de nombreuses personnes, sans que cela ne débouche sur quelque chose de concret à chaque fois. Comme par exemple avec Wyclef Jean que Michael abandonnera littéralement en pleine séance studio et qu'il ne reverra jamais. On peut aussi regretter la collaboration avortée avec Pharrell Williams qui avait proposé plusieurs chansons à Michael mais qui paraît-il ne lui ont jamais été présentées. Et inutile de dire que cette collaboration aurait sans doute été très intéressante parce que les titres en question ont finalement atterri sur l'album Justified de Justin Timberlake qui a connu un très gros succès avec notamment les titres Rock Your Body et Señorita. A mon avis, Invincible aurait été très intéressant si Williams y avait mis sa patte, parce que pour moi, la lourdeur du son de Jerkins a littéralement plombé l'album. Et ça veut dire quoi? T'aimes pas le travail de Jerkins? Bon bah d'accord, enfin c'était pas le seul producteur sur l'album. Non, effectivement, enfin je dois dire que même les productions de Teddy Riley avec 2000 Watts et Cry de R. Kelly n'ont pas non plus franchement emballé. Même You Are My Life, produite entre autres par Babyface que j'aime énormément, bah m'a pas convaincu non plus. C'est pathos, c'est mou, ça décolle pas. Michael chante bien, ça n'est pas le problème, mais la production est ratée. Je sais pas, tout dans Invincible me paraît lourd, sirupeux, ça tourne en rond, les rythmes cassent les oreilles. Et puis c'est long. Beaucoup de titres sont bons, mais pas pour Michael Jackson. Et franchement, ça me fait mal de dire ça, parce qu'à l'époque, j'espérais un retour triomphal pour Michael. Mais la première fois que je l'ai écouté, eh bien j'ai été déçu. Et c'était la première fois que Michael me décevait. Et pourtant, j'ai insisté, je l'écoutais régulièrement. Mais rien à faire. Je zappais les 3 premiers titres pour commencer par Break of Dawn avec ses sons d'oiseaux électroniques. Non, parce que le trio Unbreakable, Heartbreaker et Invincible, t'as l'impression d'écouter la même chanson en 3 versions. Bah, c'est-à-dire que tu commences par ça, ensuite tu as ça, et tu finis par ça. Niveau lourdeur, c'est quand même violent. Quelqu'un prendra un peu de choucroute après la raclette? Non mais, il y a des titres que tu trouves bons dans Invincible? Oui, Whatever Happens. C'est un titre bien produit par Teddy Riley. Haha. Bah oui, et alors? J'ai jamais dit que Teddy Riley avait tout raté sur Invincible. En tout cas, j'aime beaucoup l'apport de la guitare de Carlos Santana. Je trouve qu'on ressent bien la tragédie dans cette chanson. Il y a de l'intensité, de l'émotion. Oui, j'aime ce titre. Sinon, Butterfly, c'est pas mal non plus. Je trouve que le côté soul R&B est plutôt bien dosé et agréable. Mais Michael part un peu trop dans les aigus. En fait, je pense qu'Invincible est un album trop long. 16 titres, c'est beaucoup, et je pense qu'il aurait gagné en fluidité s'il avait eu moins de titres. 12 ou 13 titres auraient par exemple été suffisants. D'un autre côté, on peut saluer la volonté de Michael d'en donner pour notre argent et de faire plaisir aux fans en mettant un maximum de chansons possibles sur un CD. Mais le risque est de donner une overdose à l'auditeur, surtout quand l'album n'enthousiasme pas. Mais donc ça veut dire que pour toi, Invincible est un mauvais album? Non. Je n'irai pas jusque-là. Invincible n'est pas un mauvais album, mais un album que je qualifierais de moins inspiré, moins bien produit, et du coup qui laisse un goût d'inachevé dans une discographie irréprochable. En fait, dans les années 2000, Michael semblait moins inspiré par la musique et beaucoup plus attiré par le cinéma, et je trouve que ça se ressent dans ses productions. Off the Wall, c'était l'album de la libération, Michael quittait ses frères. Thriller, c'était l'album de la revanche d'Off the Wall, il voulait un album qui batte tous les records. Bad, c'était l'album impossible, l'album qui devait succéder à Thriller, il le fallait parfait. Dangerous, c'était le premier album solo sans Quincy Jones, et Michael voulait prouver qu'il pouvait réussir. History a été enregistré dans un contexte très particulier pour Michael, et on sent qu'il y a mis ses tripes. À chaque fois, Michael avait une énorme motivation à produire un album qui allait marquer, et Invincible est paru alors que Michael n'avait plus rien à prouver, qu'il était devenu père de famille, et qu'il voulait se tourner vers d'autres projets. C'était un album de plus.
et qui plus est paru dans une période où Michael était plutôt pas bien physiquement et psychologiquement. Tout le monde se souvient de son arrivée au concert du Madison Square Garden, où il avait l'air franchement à côté de ses pompes, ou de son visage figé par le botox dans le clip de You Rock My World, qui soit dit en passant laissait un goût de déjà-vu, à mi-chemin entre Smooth Criminal et The Way You Make Me Feel. Michael se contentait de refaire ce qu'il avait déjà fait, sans donner l'impression d'y mettre beaucoup d'entrain, comme blasé par une carrière trop longue qui aurait fini par user ses dernières forces. Alors ok, on pourra dire que Michael voulait que ce soit Unbreakable, le premier single de l'album Invincible, et qu'il n'avait pas obtenu gain de cause à l'époque. Mais est-ce que ça aurait vraiment changé la donne? Bon, si tu veux, mais il n'empêche que Sony a volontairement saboté la promotion de l'album et provoqué l'effondrement des ventes. Et ça, crois-moi, ça change la donne. Ça change la donne sur les ventes, mais pas sur le fond. Quand Tommy Mottola, le patron de Sony Music, a écouté les premiers titres de l'album, eh bien à l'époque il a émis des réserves, et c'était déjà un premier signe. Bon, vu le personnage, on imagine bien qu'il a pas dû y aller avec le dos de la cuillère. N'oublions pas non plus que You Rock My World a beaucoup marché en Europe, mais beaucoup moins aux États-Unis. Alors certes, l'arrêt de la promotion d'Invincible a mis en lumière les problèmes entre Michael et Sony Music, et provoqué une mise en difficulté évidente de ses finances, qui étaient déjà très compliquées depuis plusieurs années. Certaines personnes pensent que cela était intentionnel de la part de Sony Music afin de forcer Michael à revendre sa part du catalogue d'édition musicale ATV qu'il avait acquis dans les années 80 et qu'il avait fini par fusionner avec Sony dans les années 90. Un catalogue qui comprenait par exemple la majeure partie de la discographie des Beatles. Bien entendu, beaucoup de fans ont mis en avant les liens très complexes qu'entretenait Michael avec Sony Music pour expliquer l'échec d'Invincible. Je ne nie pas ces aspects et je suis d'accord sur le fond, mais il n'empêche que même avec une promotion digne de ce nom, j'aurais toujours eu des réserves sur cet album, parce que j'ai émis des doutes dès la première écoute, à l'époque où la promotion battait son plein. Et je continue de penser qu'avec un autre producteur et un Michael dévoué à son art, Invincible aurait sans doute connu un autre destin. Et il faut aussi noter que beaucoup des collaborateurs historiques de Michael n'ont pas ou peu été présents sur les sessions d'Invincible. Et peut-être que le résultat aurait été différent s'ils avaient été tous là. Seulement voilà, l'histoire ne se réécrit pas. Et Invincible restera à jamais comme le dernier album de Michael Jackson. À moi d'en faire mon deuil, et pourquoi pas de tenter d'apprécier l'album. Enfin, ça fait 15 ans que j'essaie, je suis pas sûr d'y arriver. En tout cas, donnez votre avis en commentaire. Attends, j'ai pas donné ma conclusion moi. Ok, vas-y. Personnellement, je trouve qu'Invincible restera comme un album incompris, peut-être trop novateur, trop en avance sur son temps, et que Sony a volontairement participé au semi-échec de cet album. Car pour moi, la musique reste une appréciation personnelle, et chacun aime ou n'aime pas un album pour tout un tas de raisons qui leur sont propres. Alors Invincible, bon ou mauvais album, je dirais que chacun aura la réponse à cette question, et cette réponse ne sera jamais une vérité absolue, même si l'album est moyen. Oh